La manifestation suprémaciste blanche qui a eu lieu samedi à Shawinigan continue de faire parler partout à travers la province. De nombreux politiques, dont Christine Fréchette, ont d'ailleurs condamné l'événement sur les réseaux sociaux. La municipalité de Shawinigan a également pris position lundi matin pour dénoncer ce que le maire qualifie de raciste et inacceptable. Bien que le groupe ne l'ait pas revendiqué sur ses réseaux sociaux, tout porte à croire que la manifestation a été organisée par les Second Sons Canada, un groupe d'extrême droite dont le modus operandi est très proche de celui des manifestants de Shawinigan. On retrouve les cagoules blanches, l'uniforme noir, ainsi que ce qui pourrait être le drapeau avec le symbole de l'organisation. Donc c'est un groupe, un réseau en fait militant, accélérationniste, suprémaciste blanc, qui est bien implanté au Canada. En fait, là, on compte environ là, une quinzaine de chapitres qui sont distribués à travers le pays. Et cette manifestation, elle pourrait être plus importante qu'on ne le pense. Historiquement, les mouvements d'extrême droite du Canada anglais étaient plutôt rattachés au mouvement des États-Unis, tandis que du côté du Québec, on s'associait plutôt à l'extrême droite européenne et surtout la France. Mais depuis 2024, la situation est en train d'évoluer. Par la force des choses, disons que le nationalisme québécois avait tendance à s'exprimer un peu en opposition au Canada anglais. Et donc, les liens de l'extrême droite québécoise étaient beaucoup plus tournés vers l'Europe. Il n'y avait pas beaucoup de liens qu'on observait, ou enfin de liens concrets, organiques avec le Canada anglais. Mais là, ce qu'on voit avec un événement comme ce week-end là, à Shawinigan, c'est le Canada anglais qui tend une perche, d'une certaine façon, aux Québécois, au réseau québécois. Mais si elle est jugée immorale par nos politiciens et la population, cette manifestation est-elle illégale? Si la liberté d'expression est garantie par nos droits fondamentaux, elle ne s'applique pas en revanche pour les discours violents. La jurisprudence considère criminels les discours d'incitation à la haine envers des groupes identifiables, une description qui pourrait s'apparenter au slogan « Je me souviens d'un Québec blanc » arboré par les manifestants. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de groupe ciblé, c'est-à-dire d'ennemis ciblés, entre guillemets, mais le fait de dire les Blancs sont menacés, etc., il faut protéger les Blancs, mais ça fait en sorte que tout ce qui est non-blanc dans la société, toutes les personnes non-blanches, seraient susceptibles finalement d'être objet de haine. Mais s'il y a effectivement un flou quant à la légalité de cette banderole, il n'y en a pas sur sa véracité historique. Effectivement, de nombreux experts québécois sont sortis publiquement dans les derniers jours afin de dénoncer cette vision d'un Québec blanc. Ce n'est pas une réalité parce qu'il n'y a jamais eu de Québec blanc dans l'histoire québécoise. Pour ces groupes-là, évidemment, on insiste beaucoup sur l'idéal de pureté, mais cet idéal de pureté relève essentiellement d'un fantasme puis d'une réaction forte contre le monde tel qu'il est actuellement. Le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a confirmé qu'une enquête de la Sûreté du Québec était en cours. En Mauricie, Samuel Bideau, pour Nouveau Info. La députée de la Violette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, ne sera pas candidate aux prochaines élections. Elle a été élue en 2018 puis en 2022. Elle met donc terme à son parcours politique après 2 mandats. Elle affirme dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux la lourdeur du travail pour expliquer sa décision. C'est un départ qui ouvre la porte à une nouvelle course dans la circonscription. Les recherches se poursuivent au parc des Chutes de Shawinigan pour tenter de retrouver le conducteur d'un véhicule abandonné dans lequel se trouvait un enfant vendredi soir. L'enfant, localisé près du belvédère, n'a subi aucune blessure. Des plongeurs, des drones, des maîtres chiens et des enquêteurs sont déployés actuellement pour ratisser le secteur. Malgré ses efforts, l'homme demeure introuvable pour le moment. Ça brasse chez les Aigles de Trois-Rivières. Après un début de saison difficile et une séquence de défaites, le gérant Jonathan Albaladero est congédié. L'équipe espère brasser la soupe en confiant les rênes à TJ White. C'est un changement majeur pour tenter de relancer la saison pendant qu'il est encore temps. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Le compte à rebours est commencé. Dans un mois, jour pour jour, des milliers de Québécois déménageront. Pour certains, les recherches continuent avec l'espoir de trouver un logement d'ici le 1er juillet. Une situation qui rappelle que la crise du logement demeure bien présente en 2026. Il y a 26 ménages à risque d'être à la rue au 1er juillet. Une situation qui est semblable à l'année dernière là, à pareille date. On a des appels, tu sais, que des gens qui ont pas ils savent pas où aller le 1er juillet.
Donc, c'est sûr qu'il y a un risque d'itinérance ou d'accepter un logement qu'on n'a pas les moyens de payer ou d'avoir un colocataire que ça ne tente pas d'avoir nécessairement. Avec un taux d'inoccupation de 2,7 % les logements sont plus nombreux à Trois-Rivières qu'au cours des dernières années. Pourtant, une vingtaine de ménages sont toujours à la recherche d'un toit en raison des coûts élevés des loyers disponibles. La crise du logement, dans le fond, est devenue davantage une crise d'abordabilité. Donc, le défi pour nos équipes, là, c'est de trouver le logement qui répond à la capacité de payer là, des personnes qui s'adressent à nous. La plupart sont 1 000 $ et plus. Les gens n'ont pas les moyens pour ça, fait que c'est stressant. Le taux d'inoccupation à Sherbrooke n'a jamais été aussi élevé depuis les 5 dernières années. Avec les plus récentes données, la Société canadienne d'hypothèques et de logement rapportait un taux d'inoccupation qui se rapprochait de l'équilibre, soit de 2,7 % en 2025. Mais selon l'Association des locataires de Sherbrooke, la situation reste toujours préoccupante. Il est très dangereux pour les gens plus pauvres à revenus modestes de se retrouver sans logement. Ce qui est disponible, c'est la nouvelle construction surtout. J'ai regardé Sherbrooke, la population a augmenté. Là, maintenant, ça date de quelques ans, mais il y a 2 quartiers, 2 bouts de Sherbrooke qui sont construits totalement. Donc, il y a une construction, mais c'est une partie du problème. Le prix de ces logements-là pousse à la hausse l'ensemble du milieu immobilier, puis les prix d'augmentation réelle est 2 fois à 3 fois le prix de l'inflation. Ça fait qu'à un moment donné, ça ne peut pas tenir. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation de la crise du logement est assez similaire à celle de 2025. C'est difficile de dire, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est moins pire, parce que d'année en année, il y a des situations qui sont différentes. Les chiffres, en termes de chiffres, je pense que c'est comparable. Les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté encore cette année. C'est sûr que de trouver des logements pour des gens qui sont à faible ou moyen revenu, ça peut être plus ardu. Beaucoup de personnes qui attendent vraiment, qui ont encore d'espoir de dire, je vais me trouver, j'ai pas besoin d'aide, je vais trouver quelque chose. Attendez pas. À l'approche du 1er juillet, plusieurs organismes subventionnés peuvent vous aider à trouver un logement. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Pour les nouveaux travailleurs, travailleuses, le risque est plus important et la fréquence des accidents est plus élevée. En cette journée du lancement de la campagne de la CNESST sur les normes du travail, le ministre Jean Boulet nous a invités chez Marmen à Trois-Rivières pour nous présenter l'escouade de prévention des nouveaux travailleurs. Ces brigades feront le tour des entreprises de la région cet été, mais aussi à l'échelle du Québec. Quand on commence un nouvel emploi, on a besoin d'être supervisé, on a besoin de savoir les risques d'accidents de travail ou de maladies. Moi, chaque année, chez Marmen, on embauche toujours des étudiants, des étudiantes pour des jobs d'été. C'est un moment opportun pour faire de la formation, de la sensibilisation au niveau de la santé et sécurité au travail. On va parler, c'est quoi une démarche de prévention. On va essayer d'expliquer ça interactivement avec les travailleurs et travailleuses. Aussi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les risques au travail avec eux. On va leur expliquer les droits, les obligations, comment ça fonctionne. On va leur donner des ressources, des outils par rapport à la CNESST. Le but de cette présentation-là, c'est vraiment la participation des travailleurs. On cherche vraiment à ce que les travailleurs ils soient capables d'identifier les risques, puis interagir avec nous autres, puis avoir une conversation avec eux. Donc, on a une quarantaine d'étudiants qui sont répartis dans l'ensemble des régions administratives du Québec. Et puis, ces ateliers-là sont vraiment disponibles pour n'importe quel employeur. Est-ce que vous considérez qu'il existe quand même une certaine méconnaissance dans tout ce qui est normes du travail, dans leurs droits des travailleurs, santé, sécurité? Est-ce que les gens manquent peut-être d'informations de ce côté-là? On en manque tout le temps, hein? Puis ces ateliers permettent aussi de se réapproprier les normes du travail, l'équité salariale, la santé, sécurité. Donc, tout ce qui relève de la mission de la CNESST. Le succès en santé et sécurité, c'est vraiment que c'est un travail d'équipe. Les entreprises, les gestionnaires, les employés, tout le monde doit être conscientisé, puis tout le monde doit participer. Normalement, on rencontre combien d'employés dans un été? Bien, je vous dirais, pour 2025, en Mauricie, on a rencontré un petit peu plus que 500 nouveaux travailleurs. Puis, pour la province, on parle d'environ 9000 nouveaux travailleurs qui ont été rencontrés. Ces travailleurs-là provenaient de 1253 entreprises environ. La CNESST rappelle qu'elle est la porte d'entrée pour répondre aux questions sur les normes du travail. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.